Bienvenue dans le premier journal de la France-Afrique. On attend souvent son mot. Il est même devenu un argument de la campagne présidentielle pour certains candidats. Vendredi 23 mars, Fabrice Tarit, président de l'association Survie, était invité pour une conférence et a rappelé que la France-Afrique ne se résume pas à une affaire de corruption dans laquelle circulent des valises pleines de billets, mais englobe toutes les relations incestueuses entre la France et les pays africains, tant au niveau politique, militaire ou monétaire. Extrait. La France s'est appuyée sur des régimes qu'elle a mis en place, ou qu'elle a contribué à laisser en place, disons, en octroyant généreusement de l'aide publique qui a été détournée, en faisant de la coopération policière, militaire, en installant des petites bases militaires par-ci par-là pour être prêt à intervenir au cas où, en instaurant un certain nombre d'accords de partenariat de défense, qui avaient des clauses secrètes et qui contribuaient à permettre à la France de donner un petit coup de main à tout chef d'État qui voyait soit ses frontières menacées, soit surtout une insurrection à l'intérieur de ses frontières qu'il était important de mater. Donc ça a été le cas d'un certain nombre de pays. La France a également mis en place une monnaie qui est la poursuite de la monnaie coloniale, le franc CFA, qui est aujourd'hui, on va dire, une aberration historique. On est passé à l'euro. 14 pays, je crois, encore de la zone franc ont encore un franc qui ne leur appartient pas vraiment, puisque ce franc est dirigé par les autorités monétaires françaises principalement, avec 3 banques centrales régionales qui se partagent un petit peu la gestion au quotidien, mais où des administrateurs français ont une minorité de blocage. Donc, grosso modo, c'est encore largement la France qui décide de l'avenir monétaire de ces pays. En 2007, Nicolas Sarkozy avait fait campagne à Cotonou et avait promis de mettre fin à la France-Afrique. Quelques jours avant l'élection présidentielle française 2012, nous pouvons dresser un bilan catastrophique des relations france-africaines sous Sarkozy. Rappelez-vous, en décembre 2007, Nicolas Sarkozy dressait le tapis rouge au dictateur libyen Mouammar al-Kadhafi et avait subi de nombreuses critiques, y compris dans son propre camp. Une rapide poignée de main et ces quelques mots. Nicolas Sarkozy assume. Le colonel Kadhafi rejoindra bien Paris lundi pour 6 jours de visite officielle. Une visite qui suscite les critiques, mais que défend le président français. J'aimerais qu'on m'explique au nom de quoi je n'aurais pas dû le recevoir, alors même que tant sont allés en Libye, au moment où les infirmières étaient en prison, et où le colonel Kadhafi n'avait pris aucun des engagements qu'il a pris jusqu'à présent. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Pourtant, 4 ans plus tard, le même Nicolas Sarkozy décidait de l'intervention militaire en Libye. Écoutons l'extrait de son discours du 23 mars en 2011. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Le 16 mars 2011, un des fils du guide libyen Saïf al-Islam menaçait de révéler une affaire embarrassante si la France intervenait. Il était question du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen. D'après un article du site d'information Mediapart datant du 12 mars dernier, la transaction aurait été conclue le 6 octobre 2005. L'homme d'affaires libanais Ziad Takieddine aurait servi d'intermédiaire. Bien connu de Claude Guéant, ami de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux, ce Ziad Takieddine, c'est l'homme d'affaires sur lequel la France s'appuie pour négocier son matériel de guerre. Il est d'ailleurs mis en examen dans l'affaire Karachi. Ziad Takieddine dément son implication, l'implication de la Libye, dans le financement de la campagne présidentielle de 2007. Extrait. Aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse aller dans ce sens, parce que je vous dis aussi, il n'y a rien qui se passait entre la Libye et la France sans ma connaissance, sans que ce soit directement ou indirectement, je sois au courant. Et je peux vous dire une chose, jamais, au plus grand jamais, je ne peux dire
qu'il y a quelque chose dans ce style qui s'est passé, même pour le moindre centime, entre la Libye, ou Muammar Kadhafi, et Nicolas Sarkozy, ou la France. Décidément, Nicolas Sarkozy sait bien choisir ses amis. C'est grâce à Vincent Bolloré qu'il avait pu passer 2 jours avec sa famille sur un yacht en pleine mer pour se reposer après son élection. Le président ne lui doit rien. Il a confirmé dans l'émission Des paroles et des actes sur France 2 le 6 mars dernier. Je voudrais dire une chose, je peux aller sur le bateau de M. Bolloré de 3 jours, je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Nous n'avons jamais été en affaires ensemble. Mais Nicolas je n'ai Sarkozy... jamais été son salarié. Je n'ai jamais accordé un marché. Je ne lui ai jamais accordé une décision. Vincent Bolloré, entrepreneur hors pair, n'aurait donc pas besoin de son ami président pour rafler les concessions des ports de Conakry, Misrata en Libye, d'ailleurs obtenues sous le régime de Kadhafi, ou la modernisation du port au sud de Libreville. C'est peut-être ça la magie du capitalisme. Notons que le groupe industriel français est devenu un partenaire privilégié dans le développement du Gabon, comme le témoigne ce reportage de la télévision officielle de l'État gabonais. L'entretien entre le chef de l'État et le PDG du groupe Bolloré s'inscrit dans une dynamique de développement. Le président Ali Bongo Ondimba et l'investisseur français sont guidés par des questions d'intérêt commun et particulièrement la mise en œuvre du programme de développement économique et social du Gabon. Le tête-à-tête du palais présidentiel a été suivi d'une séance de travail élargie. Sur la table des échanges, des signatures de conventions et de contrats. Notre ambition, c'est d'augmenter nos emplois, d'augmenter nos investissements. Et un des problèmes que vous avez aujourd'hui, c'est l'engorgement du port, qui est dû à le succès de la politique au Gabon, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent ici. Avant, j'étais tout seul à l'hôtel. Maintenant, il y a des Malais, des Singapouriens, des Canadiens, des Russes, des Japonais, des Chinois, bien sûr. Et donc, tout ceci fait qu'il y a plus de marchandises. Et donc, il y a des bateaux qui n'ont pas la place de rentrer. Nous avons toujours simplement 472 mètres de linéaire pour les bateaux. Il faut en faire plus. Donc, nous sommes venus parler d'un plan qui est un plan de 70 milliards de francs CFA d'investissement. Même si son ami Bolloré est accueilli à bras ouverts pour faire affaire, Nicolas Sarkozy peut se faire huer au Gabon. Le 16 juin 2009, il avait assisté aux obsèques d'Omar Bongo et n'avait pas été bien accueilli par la population locale. Mais il en a cure. Le président aime la France et veut montrer qu'elle reste une grande puissance. Elle peut déloger si elle a envie d'un chef d'État africain qui ne partagerait plus sa vision. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été écarté du pouvoir, l'armée française, la force Licorne, est intervenue sous mandat de l'ONU et on a mis en place l'adversaire de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. On peut critiquer bien sûr les abus de Laurent Gbagbo et sa répression violente, mais il ne faut pas oublier qu'Amnesty International a aussi mis en évidence la responsabilité d'Alassane Ouattara dans des actes de torture. Le 11 septembre 2011, l'avocat Robert Bourgi, héritier du père de la France-Afrique Jacques Foccart, sort de l'ombre et révèle que Dominique de Villepin et Jacques Chirac ont reçu des valises pleines de billets. Dans le même temps, il avait vanté la sincérité de Nicolas Sarkozy dans les relations franco-africaines. Ne soyons pas dupes. Il ne faisait que révéler un secret de polichinelle et ces déclarations visaient sans doute à écarter le clan Chirac, notamment Dominique de Villepin, qui était pressenti comme un candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, samedi 7 avril 2012, a lieu la 18e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. 18 ans que nos êtres chers nous ont été arrachés. Nous ne les oublions pas. Nous pensons à eux comme s'ils étaient encore là, parmi nous. Car ils aimaient la vie. Ils nous aimaient, ils étaient beaux, ils étaient joyeux, ils étaient braves. Ils avaient traversé d'autres épreuves de la vie et ils étaient très aimants. La mémoire est un endroit dans nos cœurs, un endroit privilégié où on garde les précieux souvenirs de ceux qui nous ont aimés et que nous aussi nous avons aimés.
Nous voulons aujourd'hui leur rendre un grand hommage, en gardant dans nos cœurs les bons moments, des moments de tendresse partagée, des moments de joie, des moments de rire, et tous les instants de leur histoire qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires et qui nous rendront toujours forts face aux épreuves de la vie. Que le souvenir de nos êtres chers soit une source de consolation durant ces pénibles moments. Car c'est dans le cœur que l'on peut puiser la force nécessaire pour traverser les épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous pensons plus particulièrement aux enfants rescapés, les rescapés du génocide. En pareil moment, les mots peuvent seulement exprimer une grande compassion et peut-être apporter un message d'espoir. Nous savons que l'amour et la solidarité ravivent l'espoir et le sentiment d'appartenance à une famille. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous solidaires en ces moments difficiles. Sachez que les pensées les plus sincères que nous portons à nos êtres qui sont partis vous accompagnent. Certains d'entre vous étaient en 1994 des enfants et ils ne savaient pas pourquoi certaines choses arrivaient. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, c'est l'âge de raison. Vous devez, et nous devons tous, dire ensemble, plus jamais ça. Ce génocide des Tutsis commence dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 jusqu'au 4 juillet 1994. Il fera entre 800 000 et 1 million de victimes. Ce génocide sera l'aboutissement d'une longue période de haine et de racisme du gouvernement Hutu envers les Tutsis. Il est à noter que depuis 1956, des massacres à caractère génocidaire s'étaient déjà déroulés contre les Tutsis. Ce génocide a été perpétré sous l'œil de la communauté internationale et soulève la complicité de la France. Fabrice Tarit, président de Survie France, s'exprime sur ce sujet. La France a soutenu à bout de bras et à bout de fusil un régime ouvertement raciste, un régime complètement totalitaire, un régime qui allait commettre un génocide, qui était en train de le planifier. Et la France, tout en disant qu'elle soutenait la démocratie, a tout fait pour tenir à bout de bras le régime Habyarimana, en apportant une assistance militaire, une assistance économique, et jusque pendant le génocide, en continuant à livrer des armes, etc. etc. Donc on voit bien que le discours pro-démocratie, il a trouvé très vite des limites très importantes. L'association Survie demande à ce que les plaintes déposées contre les présumés génocidaires rwandais soient davantage prises au sérieux par les magistrats. L'instruction des 6 plaintes déposées en 2005 par des victimes Tutsis pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité qui visaient des militaires français est sans cesse retardée. Le pôle judiciaire, génocide et crimes contre l'humanité, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2012, n'est toujours pas doté de moyens suffisants. Le 10 janvier 2012, donc on est sur une actualité récente, le rapport d'expertise remis au juge Trévidic a posé les bases d'une réorientation complète de l'instruction sur l'attentat du 6 avril 1994 qui avait servi de prétexte à un génocide planifié depuis de longs mois. Les vives réactions à ce rapport de la part de plusieurs acteurs de la politique menée par la France au Rwanda entre 1990 et 1994 témoignent une fois de plus que le génocide des Tutsis fait partie de l'histoire de notre pays. Il apparaît de plus en plus clairement que nos concitoyens ont été victimes de manipulations concernant tant l'identification des auteurs et les commanditaires de l'attentat que le lien entre cet événement et le génocide. L'attribution au FPR et de la responsabilité de l'attentat du 6 avril a été utilisée pendant des années par certaines personnalités du monde journalistique, universitaire et politique en France pour servir une désinformation qui permettait de faire oublier et de justifier la politique de soutien de l'exécutif français de l'époque aux génocidaires. Un soutien qui avait pourtant perduré avant, pendant et après le génocide. Un soutien confirmé par les nouveaux éléments qui n'ont cessé d'apparaître ces dernières années et qui jettent une lumière crue sur ce scandale d'État. L'association Survie demande d'abord une prise de position publique des différents partis politiques à l'occasion des présidentielles de 2012 et à la suite des législatives,
La création d'une commission d'enquête parlementaire sur la politique de la France au Rwanda. Et enfin, la dotation du pôle judiciaire spécialisé dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, génocide et torture, créé le 1er janvier 2012, un moyen qui permette l'avancée sans délai de toutes les instructions liées au génocide des Tutsis du Rwanda. Les plaintes contre les présumés génocidaires présents sur notre sol et les plaintes aussi contre les militaires français lors de l'opération Turquoise. Et enfin, 4e point, une justice indépendante des pressions politiques. Merci d'avoir suivi ce JT de la France-Afrique. Retrouvez également l'émission France-Afrique sur Radio Campus 94 FM à Toulouse ou sur Internet. Bonne soirée. Au revoir.